bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 28 octobre et à la une de cette édition. Dans moins de 3 heures, le président de la République risque d'annoncer un reconfinement. Toutes les régions gravement ou faiblement touchées risquent de connaître la même mesure. Justement, en attendant ces annonces des nouvelles restrictions de liberté, les restaurateurs français sont inquiets. Pour l'heure à Mayotte, les bars et les restaurants restent ouverts, mais les professionnels doivent respecter un protocole sanitaire très strict. Dans ce contexte, la CCI a décidé de lancer une formation liée aux bons gestes à mettre en place. Un sticker sera visible sur tous les établissements ayant participé à cette formation. Il constitue un gage de qualité et de respect des contraintes sanitaires qui visent notamment à rassurer les clients. Écoutons plutôt Dayan Mohamed lors de la matinale de poésie. La CCI de Mayotte a mis en place des mesures d'accompagnement de ses ressortissants pour justement accompagner au mieux à la reprise de l'activité, aussi à la pérennisation des activités pour ce secteur. Il faut savoir que ces secteurs a subi une baisse du chiffre d'affaires de plus de 90%. Ouais, et il y a effectivement des mesures gouvernementales qui ont été annoncées pour pouvoir respecter un petit peu la reprise d'activité dans de bonnes conditions. Et c'est la raison pour laquelle on a jugé nécessaire, dans le cadre de notre rôle de représentant des entreprises locales, de mettre en place des actions de formation pour faire en sorte que les chefs d'entreprise et les salariés puissent s'acquérir un petit peu de ces notions de mesures gouvernementales, comment protéger les clients, comment mettre en place les mesures barrières et comment faire en sorte que la sécurité sanitaire au sein de ces structures soit le plus optimale possible. En parallèle de la crise sanitaire, Mayotte vit au rythme de la crise de l'eau. Mise en place depuis près de 2 mois, la programmation hebdomadaire des coupures d'eau devrait durer au moins jusqu'au mois de janvier. En attendant, la consommation est en hausse sur l'île et certains ont du mal à se faire à ces restrictions qui durent désormais 24 heures par semaine. Face aux contraintes, les Mahorais expriment de plus en plus leur incompréhension. Jaïdi Maoulida est allé recueillir leurs ressentis au montage Leslie Vumenet. C'est un secret de polichinelle. Les restrictions d'eau à Mayotte agacent de plus en plus la population. Les personnes interrogées ce matin estiment d'ailleurs ne pas être responsables de cette situation. Ça ne devrait pas exister si certaines personnes n'avaient pas dépensé l'argent à d'autres choses que à la gestion de l'eau, ça aurait été très bien. Je vais les subir, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Elles sont contraignantes pour nous parce qu'en fait c'est la faute de la SOGEA qui n'a pas fait l'entretien des tuyaux pendant très longtemps. Des mesures que les Mahorais sont contraints d'accepter, même si beaucoup se disent dubitatifs quant à leur efficacité. Non, parce que les gens font des réserves. Dans tous les cas, quand on fait des réserves d'eau, quand on est coupé pendant 24 heures, tout le monde fait des réserves. Donc l'efficacité, je ne vois pas trop. Les coupures d'eau, ça ne change pas grand-chose pour la consommation, mais en fait, ça économise de l'eau parce que les tuyaux, à ce moment-là, il n'y a pas de fuite dans les tuyaux. Et donc ça économise effectivement, mais pas par notre sacrifice. Malgré tout, les Mahorais s'organisent du mieux qu'ils peuvent pour faire face aux coupures hebdomadaires qui sont passées à 24 heures pour l'ensemble des foyers de l'île. En fait, comme on n'est pas nombreux à la maison, on met sur un seau, on stocke l'eau, on sait que c'est jeudi, on stocke l'eau et c'est bon. On fait vite, on remplit dans des bacs, on met des bouteilles d'eau et tout, avant que ça coupe. Je crois que c'est comme tout le monde, hein. J'ai des bidons d'eau et j'ai des seaux. J'ai acheté un truc de 50 litres pour mettre de l'eau pour prendre la douche le matin, des bouteilles d'eau, puis de l'eau minérale. Les coupures sont prévues jusqu'en janvier prochain, en espérant que la pluie tombe d'ici là. La population va donc une fois de plus devoir faire preuve de patience, tout en scrutant les mesures qui seront prises pour que cela ne se reproduise pas. Avec un mot d'ordre pour l'avenir, Rahashiri. Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment Ewa Air qui maintient son vol du 1er novembre vers Nosy-Bé ou encore l'inauguration de la première sirène anti-tsunami de l'île au montage Leslie Vumenet. La compagnie Ewa Air maintient son vol Dzaoudi Nosy-Bé prévu ce dimanche 1er novembre. Les passagers pourront se faire tester ce jeudi 29 octobre de 8h à midi au laboratoire de Mamoudzou sur présentation de leur billet Ewa Air. Tous ceux n'ayant pas réalisé ce test ou présentant un résultat positif ne seront pas autorisés à prendre l'avion. En parallèle,
la compagnie EWA Air travaille activement sur son programme des vols du mois de novembre dans l'objectif de pouvoir proposer un vol chaque dimanche entre Dzaoudzi et Nosy-Be avec la possibilité de réaliser son test le jeudi qui précède. La compagnie suit en temps réel l'évolution de la situation sanitaire et les décisions des différents gouvernements. Si des décisions gouvernementales devraient être appliquées dans les prochains jours, EWA Air tiendra sa clientèle informée. Tout le détail des informations sont par ailleurs disponibles sur le site internet de la compagnie. Hier matin, la mosquée de Dembéni a été le théâtre du premier essai de la première sirène anti-tsunami sur l'île. Ce système existe déjà au niveau national et dans les autres territoires ultramarins. Il sert pour les risques naturels et s'entend du lycée de Dembéni jusqu'à Ajangwa, soit une portée de 2,5 km. La sirène possède un système autonome pouvant tenir jusqu'à 7 jours grâce à ses batteries en cas de coupure sévère. Le déclenchement du dispositif se fait au moyen des mobiles GSM, un téléphone qui sera laissé en préfecture et qui pourra être déclenché directement par zone. Littoral Est, Littoral Ouest, centre de l'île, lorsqu'il sera déployé dans les autres villes. L'initiative a coûté la somme de 25 000 €. D'ici juin 2021, 24 sirènes au total seront opérationnelles sur l'île. Mais l'installation des alarmes ne sera qu'une partie du projet de sécurisation des littoraux mahorais. Il n'y a plus à espérer qu'un tsunami ne visite pas les côtes mahoraises d'ici là. La grève au sein de l'Agence régionale de santé a débuté dans un contexte très particulier puisque les élections syndicales sont prévues le 26 novembre prochain. Sur 160 agents, 29 sont en mouvement. En interne, la CFDT à l'origine du mouvement est seule dans la bataille malgré le soutien du secrétaire général de l'UDFO. Lundi, EFO, la CFE-CGC et la CGT au sein de l'ARS Mayotte ont signé un communiqué commun pour annoncer qu'ils ne s'associaient pas au mouvement. Selon les 3 syndicats, aucune intersyndicale n'a été consultée. Par ailleurs, les revendications ne sont pas unanimement partagées, même si des problèmes existent à l'ARS et doivent trouver une réponse rapide. Quoi qu'il en soit, les 3 syndicats veulent privilégier le dialogue social avec les représentants de l'administration avant d'engager un mouvement de grève, ce qui n'a semble-t-il pas été le cas. De son côté, la CFDT assure que la grève est soutenue par l'intersyndicale qui a soutenu la création de l'ARS lors de la crise sociale de 2018. Et social, avant de clore cette édition, au lendemain du départ d'Adrien Taquet, la protection de l'enfance reste au cœur de l'actualité. En effet, cette visite a permis de remettre sur la table une problématique longtemps passée sous silence. Il faut dire que la situation est complexe sur le territoire. Entre immigration et refus d'une solidarité nationale, le problème semble pour l'heure insoluble, du moins du point de vue du conseil départemental. Au montage, Leslie Vimenet. Il y a un an, une stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance était dévoilée. Malgré la situation à Mayotte, le conseil départemental ne s'est pas porté candidat pour déployer ce plan grâce aux subventions qui l'accompagnent. Une anomalie réparée durant cette visite ministérielle, comme l'explique le 4e vice-président du département. J'ai remis à main propre au ministre une lettre d'intention qui sera suivie de la copie mahoraise s'agissant de la stratégie pour ce qui est de la 3e vague, puisque vous savez qu'il y en a eu 2 premières. Et donc, non, Mayotte n'a pas pris de retard. On a pris le temps parce que justement la situation est singulière. La situation est particulière, elle est hors norme. On parle de 4000 au bas mot, 4000 mineurs non accompagnés. Ça suppose qu'on tienne compte d'un certain nombre de choses. La navette a été faite, les va-et-vient ont été faits avec l'équipe d'Adrien Taquet. On n'a pas eu de consensus jusque-là, raison pour laquelle on n'a pas adhéré tout de suite. Mais ça y est, là on le fait, même si on n'a pas eu satisfaction s'agissant de ce point lié à la clé de répartition sur le territoire national. Le département et la majorité des élus de l'île demandent à ce que ces enfants isolés soient pris en charge dans des structures hors du territoire. Néanmoins, Adrien Taquet a botté en touche, assurant que cela créerait un appel d'air pour l'immigration. L'appel d'air, l'argument qu'on nous sort à chaque fois qu'on ne veut pas qu'on développe ce territoire. Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense qu'il faut développer ce territoire, y compris si on devait attirer d'autres personnes. On n'a pas à avoir un complexe par rapport à ça. Et donc, l'idée s'agissant de la répartition sur le plan national de cette question de mineurs sur le territoire,
Je pense que c'est une vraie divergence de vue avec le ministre. On a eu des échanges, y compris des apartés très prolongés sur le sujet. On n'a pas réussi à se mettre d'accord, mais je caresse l'espoir qu'on finit par faire évoluer Paris sur cette question. Au début du mandat présidentiel, Annick Girardin, la ministre de l'époque, avait fait un chèque de plusieurs dizaines de millions d'euros en faveur de l'aide sociale à l'enfance. Une compensation attendue depuis plusieurs années. Le secrétaire d'État élu venu avec 2 millions d'euros. Néanmoins, pour Issa Abdou Issa, l'argent ne fait pas tout. Au-delà des millions, au-delà de la compensation, au-delà de la contractualisation sur la stratégie nationale qui va donner des moyens supplémentaires au territoire, il faut deux choses. Ce que j'appelle moi l'amont, la question régalienne de l'État en termes d'immigration clandestine. Il faut fermer les vannes, sinon on ne s'en sortira pas. Il faut qu'on arrive à raisonner toutes choses égales par ailleurs. Si on ne fait pas ça, eh bien, on recommencera sans cesse le travail que nous sommes en train de faire et le département prend ses responsabilités. Ça n'a pas toujours été le cas. La deuxième chose, c'est l'aval. Faire en sorte que ceux qui sont sur le territoire, eh bien qu'on puisse trouver une solution parce que 4000 mineurs sur un petit territoire comme le nôtre, vous ajoutez à cela les séjours de Mayotte, ces personnes qui ne peuvent pas repartir de Mayotte alors qu'elles sont admises ici, vous arrivez à des situations ubuesques, insupportables pour le territoire et avec les conséquences que l'on sait. Si tous les acteurs locaux semblent en fait prêts à faire bouger les lignes en matière de protection de l'enfance, le chemin apparaît encore bien long pour convaincre Paris. En effet, comme souvent, l'État se cache derrière l'appel d'air et l'immigration, comme si la 5e puissance économique du monde n'était pas capable de protéger une frontière de 374 km². Manque de volonté politique quand tu nous tiens. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.